pour avoir osé évoquer les liens amicaux entre certains dirigeants politiques et certains dirigeants de grands groupes industriels possédant des médias. François Bayrou a provoqué une petite onde de choc tout au long de la semaine qui s'est même étendue jusqu'à certains humbles journalistes de l'audiovisuel. Nicolas Sarkozy a le droit d'avoir les amis qu'il veut. Il y a simplement des journalistes en dessous, peut-être petits journalistes, je ne sais pas, Claire, Mapomme, Jean-Pierre Pernaut et d'autres, qui font leur métier comme ils l'entendent. Ils n'ont pas besoin que leur patron les appelle. Moi, par exemple, j'ai jamais eu Martin Bouygues au téléphone depuis maintenant 4 ans et demi. Donc le fait qu'il soit l'ami ou pas l'ami, qu'Arnaud Lagardère soit l'ami ou pas l'ami, puisqu'apparemment il n'y avait pas que Martin Bouygues qui était dénoncé, il y avait également Dassault, etc. Moi, ça ne nous concerne pas. C'est tant mieux pour eux, c'est formidable. Moi, de dîner avec Ségolène Royal et François Hollande, j'ai pas eu l'impression de faire un crime, de lèse, quoi que ce soit. Hein. Alors, la mise en cause assez forte, ce qui est nouveau de la part du responsable d'un mouvement politique représenté au Parlement, la mise en cause de la neutralité des médias dans la couverture de la campagne qui commence, annonce-t-elle un grand débat? N'est-elle qu'un coup sans lendemain? Ou est-elle une agression contre la liberté de la presse et la liberté des médias? Débat de cette émission, François Bayrou, président de l'UDF, est avec nous. Et en votre compagnie, Raphaël Baquet, journaliste politique au Monde, et Éric Routier, au Nouvel Observateur, grand spécialiste des liens entre la politique et la haute finance, qui nous éclairera de ces lumières. Mais nous allons commencer avec vous, Perrine Dutreil, par une image qui a mis Jacques Chirac assez en colère. Ouais, une image diffusée dans les JT de dimanche dernier. C'était au sommet Europe-Asie qui se tenait en Finlande à Helsinki. Et il s'agit d'un échange discret entre Jacques Chirac et le Premier ministre espagnol Zapatero au sujet du Liban. Pour le Liban, je te remercie de ce que tu as fait. Oui. Et nos militaires s'entendent très très bien. À mon avis, il n'y aura pas de problème pendant 3 ou 4 mois. Parce que tout de même, le Hezbollah a été un peu diminué, un peu. Mais dans 3, 4, 5 mois, ça peut être plus dangereux. Un peu inquiet pour nous. Ça dépendra beaucoup de négociations avec l'Iran. Alors, très vive réaction de Jacques Chirac dès le lendemain matin lors d'une conférence de presse. Il qualifie ses propos de volés, affirmant que cela pourrait avoir des conséquences sur la vie des soldats français au Liban. Et il conclut en disant qu'il s'en souviendra. Alors, la question qu'on se pose évidemment, Perrine, c'est comment, par qui ces images ont-elles été tournées? Alors, c'est un caméraman de France 2 qui filmait en fait pour toutes les chaînes françaises. En fait, comme à chaque fois dans ce genre de sommet, il y a quelques caméramans et photographes qui ont le droit de rentrer quelques minutes seulement dans la salle avant la séance de travail pour faire quelques images qu'on appelle d'illustration. Les caméras sont donc très près des hommes d'État et tant que la sécurité ne dit pas aux journalistes de s'écarter, eh ben, les journalistes peuvent continuer à filmer et capter donc des sons comme on vient de le voir. Alors la question, c'est si c'est comme ça à chaque sommet, comment ça se fait qu'on n'a pas plus souvent au journal télévisé des échanges de ce type? Souvent parce que les propos sont plutôt anodins, voire badins. Ah bon? En termes d'État? Ce qui fait qu'ils ne sont pas diffusés. Et quand ils sont diffusés, ça n'offusque personne, même pas Jacques Chirac. Par exemple, lorsqu'il blaguait avec Tony Blair l'été dernier au G8 en Russie. J'ai été élu comme député, j'avais 32 ans, je crois, et je suis entré tout de suite au gouvernement. Alors je suis resté ensuite tout le temps avec les gouvernements changés, moi je restais avec les meubles. Palpitant, hein. David Abiker, avec vous, retour sur un accident de meeting. Oui, c'était en plein air, en Bretagne. Un meeting de Ségolène Royal avec une victime, pas n'importe laquelle, puisqu'elle était militante, socialiste, jeune et femme. Retour sur les faits avec LCI. Interpellée sur le clivage gauche-droite par la jeune Nolwenn, 23 ans, Ségolène Royal s'est montrée plutôt cassante. Écoutez. Pour moi, c'est important de... Alors, c'est quoi les autres choses? Projet des socialistes. La carte scolaire, je pense que c'est une vision de gauche là, que j'ai développée. Les 35 heures, j'ai répondu. Alors, quels sont les autres sujets? Allez, vas-y. Alors, le MJS qui m'a dit que je n'avais pas voulu venir débattre. Je suis là, le MJS est là. Alors pose. Oui, par rapport à... Mais t'es pas obligé de demander l'autorisation au garçon qui est à côté de toi. Tu es une femme qui peut parler.
En toute liberté. C'était une question de manière assez générale sur la manière. Non, il faut des questions précises, parce que sinon on ne peut pas répondre. Oui, c'était une question d'ordre général. D'ordre général. Tu es sûr que tu ne fais pas d'autocensure? Non. Tu es sûr que tu ne voulais pas me parler des militaires? Bien sûr. Alors moi, je connaissais une Ségolène Royal un peu première de la classe, première communiante, et là, je découvre ce sourire madré, cette démarche qui consiste à noyer de questions la jeune militante, sous couvert de l'aider à poser sa question, mais en fait, on lui maintient bien la tête sous l'eau. Et puis, il y a cette deuxième chose, Ségolène Royal, qui est quand même la championne de la lutte anti-machiste, qui utilise le machisme non pas pour aider une femme, mais encore pour l'enfoncer un peu plus, puisqu'elle se moque de sa position vis-à-vis du garçon qui est à côté d'elle. Et donc, c'est délicieux parce que c'est une scène remarquablement cruelle. Je crois que la dernière fois qu'on avait vu un homme politique s'en prendre à un jeune comme ça, c'était vous, François Bayrou. Vous aviez donné une claque, mais elle était méritée, je crois. C'était plus franc. C'était plus franc et on essayait de vous faire les poches. Alors, comme la victime n'était pas assez victime aux yeux visiblement des présentateurs d'LCI, ils ont commencé à s'intéresser de très près à ses glandes lacrymales. Nolwenn Yven, bonjour. C'est vous que l'on vient d'entendre dans cet échange. Alors on vous a dit au bord des larmes. Est-ce que Ségolène Royal vous a appelé depuis hier après-midi? Non, j'ai pas eu de nouvelles depuis. C'est vrai que vous étiez au bord des larmes. Est-ce que vous êtes déçu par l'attitude de Ségolène Royal? J'étais pas au bord des larmes, j'étais vraiment déstabilisée par la violence de sa réponse, ça c'est clair. Alors, si les victimes ne pleurent plus, mais c'est la fin de l'info, à mon avis. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Ouais, ils ont vraiment envie qu'elle soit au bord des larmes. Alors, plusieurs jours de glose sur cette image. Et alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le contre-champ de l'image sur la jeune Nolwenn pendant l'incident a mis quelques jours à arriver à la télé, mais il est quand même arrivé, parce que maintenant il y a des caméras partout, quelques jours après dans le Péril. Ouais, il s'agit d'un document amateur diffusé jeudi dernier sur Canal+, dans l'émission En Aparté. Suivre l'importance de marquer le clivage gauche-droite pour donner en bénéficiaire. Il me paraît essentiel ce clivage. Pourquoi tu as un doute? C'est-à-dire par rapport à certaines positions, voilà. C'est-à-dire Vas-y, fais le courage de tes opinions. Quand on est jeune, on peut tout se permettre. Mais en respectant les autres, bien sûr. Alors, mais encore. Par rapport à tous les thèmes que tu abordes, il y a souvent des polémiques derrière. Par rapport au scolaire, par exemple, ou aux 35 heures, quand il y a une question, est-ce que je te le renvoie, Rod? c'est tout bien marqué? C'est pas autre chose? Le projet. Ah, vas-y. Alors, c'est quoi les autres choses? Le projet des socialistes. La carte scolaire, je pense que c'est une vision de gauche que j'ai développée. Les 35 heures, j'ai répondu. Alors, quels sont les autres sujets? Allez, vas-y. Alors, plusieurs choses dans ce contre-champ qui est très très intéressant. D'abord, on voit qu'avant de se faire attaquer par Ségolène Royal sur le thème « Arrête de regarder le garçon qui est au-dessus de toi », elle lui a jeté quand même 2 regards appuyés, ce qu'on n'avait pas vu dans le plan sur Ségolène Royal, où on ne savait pas si elle regardait, pas regardé, on pouvait avoir le sentiment d'une agression un peu gratuite de Ségolène Royal. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que le cadreur, qu'on ne connaît pas, Perrine, on sait pas de qui est cette image, en fait. Amateur, un ami d'un membre du PS du Finistère. Ouais. On l'a pas retrouvé, voilà, faut dire. Et alors, le cadreur anonyme qui envoie cette image à Canal+, il cadre bien sur les 2 personnages, c'est-à-dire qu'il sait pendant toute la séquence que l'histoire se déroule entre les 2 personnages. Voilà, donc ce qui accroît le mystère de cette image. Alors, question sur cette image, évidemment, ce garçon, c'est qui? Ce garçon, c'est l'animateur fédéral du mouvement des jeunes socialistes de Brest. En fait, il a recruté Nolwenn parmi le MJS 6 mois avant. Donc ça pourrait confirmer les soupçons selon lesquels Nolwenn ne serait qu'une marionnette aux mains du MJS. Mais le jeune homme que j'ai eu au téléphone, il s'appelle Alan Pelletier et il m'assure qu'il ne savait pas quelle était la question que Nolwenn voulait poser et qu'au moment où elle se retourne vers lui, en fait, il ne fait que l'encourager. Il lui dit, je cite, vas-y, continue, ne t'inquiète pas. Et en fait, il ne lui souffle absolument pas ce que Nolwenn doit dire. Voilà. Mystérieuse affaire bretonne. Un commentaire sur toute cette scénette, tout ce Moi, je trouve que vous êtes très fort. Non, mais à part ça, alors, on va dire que vous nous flattez pour commencer l'émission. Pas du tout. Oh, non. Je trouve que c'est un décryptage extrêmement
scalpel, comme ça, précis de ce qui se passe. Non, mais sur le fond de ce qui s'est passé, l'utilisation de l'image de Ségolène Royal, l'arrivée du contre-champ, ce que les médias en font, l'insistance des médias, comme le disait David, à fabriquer une victime qui pleure. L'événement dans cette affaire, c'est que on découvre une Ségolène Royal dure au long cours, parce que ça fait depuis le congrès du PS qu'elle traîne, qu'elle entretient cet affrontement et clivage avec le MJS, c'est-à-dire avec le mouvement des jeunes socialistes, et qu'elle le vide là, non sans cruauté. Alors, Marianne Esclovic, avec vous, nous allons maintenant décrypter les dessous du débat initié de manière fracassante par François Bayrou sur la non-neutralité supposée, selon vous, des grands médias dans la campagne électorale qui commence. Mais évidemment, on va commencer par rappeler la manière fracassante dont ce débat a été porté par les médias, dans les médias. Et c'était sur TF1, en l'occurrence. Alors, vous aviez commencé déjà quelques jours plus tôt sur France Inter. Vous aviez dénoncé les puissances considérables qui ont, je vous cite, avec l'État, des rapports de clients. Et ce soir-là, face à Claire Chazal, vous enfonciez le clou. Est-ce que vous n'allez pas vous couper de cette majorité élargie, j'allais dire donc par exemple à l'UMP, en critiquant, comme vous l'avez fait aujourd'hui, assez violemment, Nicolas Sarkozy? Je ne critique pas Nicolas Sarkozy en rappelant la proximité qui est la sienne, avec des responsables économiques extrêmement puissants. C'est une proximité qui est affichée, assumée et même étalée dans les journaux, comme vous le savez. Ça n'empêche pas. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Je pense que l'un ne doit pas avoir base sur l'autre, notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. C'est une accusation extrêmement violente qu'il faudrait, j'allais dire, étayer par des choses concrètes. L'amitié ne signifie pas forcément une prise de position ou des concessions sur l'idéologie et les idées politiques. Je comprends très bien, Claire Chazal, que vous défendiez cette thèse précisément sur votre antenne. Je ne défends aucune thèse en particulier. Mais je puis vous assurer qu'il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers, industriels, sont liés à de très gros intérêts médiatiques et sont en liaison intime avec l'État. Bien, on va essayer d'être aussi bon sur cette image que sur les autres. Alors, la première chose qui apparaît là, c'est la transgression. C'est la force de la transgression. Moi, depuis le temps que je regarde la télé, j'avais jamais vu ça, c'est-à-dire une mise en cause frontale du premier média français par l'audience, TF1, au cœur du sanctuaire de ce média, qui est le 20h, par quelqu'un qui peut en avoir besoin, puisque dans la position où vous êtes, on peut considérer que vous avez besoin de TF1. Vous avez conscience de commettre cette transgression ? Est-ce que vous pensez que j'ai fait ça par hasard, sans m'en apercevoir, que j'étais distrait? Non, je l'ai fait parce que il me semblait nécessaire de poser cette question. Si on veut que la campagne électorale serve à quelque chose, qu'elle soit juste, au lieu d'être comme toujours biaisée et passer à côté des sujets, il me semblait qu'il fallait que cette question fût d'entrée posée. Alors, on va être très précis. Pourquoi vous ne les nommez pas, les dirigeants de médias auxquels vous faites allusion et les groupes de médias auxquels vous faites allusion? Parce que je ne veux pas être offensant. Ce n'est pas une mise en cause de tel ou tel, c'est une mise en cause du principe pour la République. Mais les liens entre Martin Bouygues, propriétaire de TF1, et Nicolas Sarkozy, ils sont pas seulement revendiqués, mais j'ai dit étalés dans tous les journaux. Les liens avec Arnaud Lagardère, propriétaire d'un très très gros groupe de presse, ils sont affichés dans tous les journaux. On a fait la liste, Bernard Arnault, Dassault. Mais si vous ne voyez pas qu'il y a là une question de principe et pas une question de personne, alors on passe à côté, on fait la saga. C'est pas une question de saga. Nous sommes le seul pays démocratique dans le monde qui n'ait pas traité cette question. C'est-à-dire que nous acceptons qu'il y ait de très grands groupes de médias qui soient liés à l'État par des liens de clients à fournisseurs, clients à donneurs d'ordre.
Et vous voyez à ce moment-là dans quelle ambiguïté on entre. Vous allez dire de contre-vérité, parce que Berlusconi, en Italie, je veux dire, vous dites que c'est le seul État. Berlusconi n'était pas client de l'État. Non, il était l'État. Non, monsieur, j'ai très largement dit, et notamment dans cette séquence, que la proximité la plus grande que j'identifiais, c'est celle de Nicolas Sarkozy avec Berlusconi sur ce sujet. Il y avait une petite différence, c'est que Berlusconi avait fait la totalité de sa fortune dans l'immobilier en particulier, pas dans les liens de client à fournisseur. Voilà, c'est la seule différence. Pour terminer, François Bayrou, avec cette transgression, quelques jours plus tard, vous avez été puni, c'est-à-dire que vous vous trouviez dans les locaux de... Alors, vous allez raconter, vous êtes dans les locaux de LCI, vous venez pour une autre émission, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose la plus normale qui peut se passer en démocratie, c'est-à-dire une engueulade. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que j'ai eu avec Patrick Lelay, président de TF1, et avec Étienne Moujotte, directeur de la rédaction de TF1, ce qu'on peut appeler une explication musclée. C'est-à-dire que concrètement, non mais il faut raconter les choses. Concrètement, à votre sortie du studio... ma sortie du studio, ils m'attendaient, ils viennent me voir. J'étais avec Barbier, Christophe Barbier, qui venait de faire l'interview. On parlait comme ça, puis tout d'un coup, je vois les yeux de Barbier qui commencent à vaciller, comme ça. J'ai donc senti que, sans doute, il se passait quelque chose dans l'univers de LCI qui n'était pas habituel. Et c'était l'entrée en force de Étienne Moujotte et de Patrick Lelay pour avoir une explication avec moi, parce que ce que j'avais fait n'allait pas, ce que je comprends très bien. Donc il vous emmène dans un bureau? Dans le bureau de Patrick Lelay, et là nous avons eu une explication qui, au nombre de décibels, devait être un peu sérieuse. Mais franchement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Les reproches qu'ils vous font, comment ils les Grosso modo, il y a 3 sujets qui sont traités. Et qui sont des sujets, en tout cas pour 2 d'entre eux, très importants, démocratiquement. Premier sujet, TF1, mais Patrick Poivre d'Arvor l'a dit là, il l'a dit en privé à beaucoup de mes amis, en disant que c'était absolument inacceptable de s'exprimer ainsi, atteinte à l'honneur et d'Imoujotte, la rédaction est absolument ulcéré, et ça va être très difficile pour moi d'avoir par la suite des liens avec cette rédaction. Le degré d'ulcération de la rédaction de TF1, je l'apprécie un tout petit peu différemment, mais ceci est une autre affaire. Et puis deuxième sujet, discussion vive avec Étienne Moujotte, qui dit oui, j'assume, nous roulons pour le bipartisme. Il dit ça parce que la vraie démocratie, c'est ça, c'est le choix entre un parti et un autre parti. Et c'est ça que je voudrais pour mes enfants, dit-il. Et je lui dis, mais de quel droit peux-tu dire une chose pareille? Ah, vous le tutoyez? Oui, parce que Étienne Moujotte a été journaliste politique suffisamment longtemps pour qu'on se soit croisés et rencontrés. De quel droit, avec quelle légitimité pouvez-vous dire que vous roulez pour le bipartisme en France? Qu'est-ce qui vous donne, vous qui êtes le plus puissant média français, qu'est-ce qui vous donne cette légitimité-là? J'avais eu quelques éléments pour m'apercevoir déjà depuis longtemps que tel était le cas. Ouais. Et troisième sujet, Patrick Lelay, j'ai pas les sentiments simplistes qu'on croit à l'égard de Patrick Lelay. Je trouve qu'il y a un degré de liberté dans sa manière de parler, de provocateur absolu, qui fait que je pense qu'il est moins simple qu'il n'apparaît comme homme. Mais il dit tout ça, j'en ai rien à faire. Moi, je suis pas français, je suis breton. Je ne vote pas aux élections et il n'y a que mon chiffre d'affaires qui m'intéresse. À quoi je réponds? Non, mais attendez, c'est énorme. Il dit, moi, je suis pas français, je suis breton. Il a dit ça, texto. Il l'a dit dans tous les journaux, comme vous le savez. Comme vous le savez, c'est de la provocation. Ce qui le rend intéressant entre nous, au lieu d'avoir la langue de bois pensée unique habituelle, au moins il y a un peu de... Voilà. Et tout ce qui m'intéresse... Et donc, et je lui dis, c'était assez chaud pour que je lui ai dit que je lui répondais cela en tant que représentant du peuple, que je considérais qu'il était parmi les premiers responsables du pays, j'ai même dit le premier responsable du pays, car TF1 joue évidemment sur le pays un rôle absolument majeur,
et que donc il ne pouvait pas prononcer une phrase comme ça. Selon moi. Maintenant, quand même, pour essayer d'aller un peu plus loin, on va prendre Claire Chazal au mot. Claire Chazal dit, est-ce que vous avez des exemples? Alors, on va essayer de voir s'il y a des exemples, si ces liens d'amitié qui sont clairement établis et revendiqués influent sur le contenu des journaux. Mais d'abord, Maya, pour savoir bien de quoi on parle et être parfaitement pédagogique, les groupes industriels en question. Pour ceux qui ne sauraient pas, il y en a principalement 3 grands groupes industriels en France qui, en plus de leurs activités industrielles, possèdent des organes de presse écrite, de radio ou de télévision. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, on a le groupe Dassault, dirigé donc par Serge Dassault, qui, en plus d'être sénateur UMP, de vendre des avions, des armes et tout ça, possède une douzaine de titres de presse écrite, parmi lesquels le Figaro. Et puis, on a également donc le groupe Bouygues, Martin Bouygues, qui, en plus de faire des routes et tout ça, fait également de la télé, TF1 et LCI. Et puis, on cite le groupe Lagardère, dirigé par Arnaud Lagardère, qui lui aussi fait des avions et plein d'autres choses, et détient via sa filiale Hachette, la radio Europe 1 et une vingtaine de titres de presse, dont Paris Match, plus encore un pourcentage plus ou moins élevé dans une dizaine d'autres titres. Par exemple, il détient 17,27% du Monde, selon Le Monde lui-même. Qu'il écrivait la semaine dernière. François Bayrou, très concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Je propose que la France se dote d'une loi simple. Lorsqu'on fait des affaires avec l'État, on n'est pas propriétaire de groupes de presse. Voilà, donc c'est clair, c'est établi. Alors, cela dit, dire ils sont amis, c'est très bien, on les voit ensemble, c'est dans des mondanités, c'est très bien. Est-ce que cette amitié a pu avoir une influence sur le contenu des médias dont les propriétaires sont amis ainsi des hommes politiques? Il faut bien dire que ces dernières années, on a eu vent de quelques histoires qui peuvent faire penser qu'effectivement c'est le cas. Alors rappelez-vous, en août 2005, Paris Match, propriété donc de Lagardère, publie les photos de Cécilia Sarkozy et de son compagnon de l'époque, bras dessus, bras dessous, à New York, ce qui, on le comprend, avait fortement déplu à Nicolas Sarkozy. Le Canard enchaîné expliquait que le ministre en voulait beaucoup au propriétaire du titre, Arnaud Lagardère. Je croyais que c'était un ami. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Alors, le directeur du magazine, Alain Genestar, est sur la sellette. Il aurait pris la décision de publier sans en parler à son actionnaire. Alors, il va essayer de se racheter un peu plus tard, en décembre 2005, quand Paris Match fait sa une sur Yannick Noah, alors personnalité préférée des Français, qui, dans une interview, devait dire ses 4 vérités à la France. Sauf que, d'après le Canard enchaîné, toujours lui, une partie de ces vérités n'a pas été publiée. Interrogé sur Nicolas Sarkozy président, le chanteur aurait répliqué « Une chose est sûre, si jamais Sarkozy passe, je me casse ». Petite phrase qui donc aurait été coupée par le directeur. Mais hélas, ça n'a pas suffi à racheter sa faute puisque Alain Genestar a été viré juste avant l'été. Bon, alors évidemment, ces exemples-là posent une question. Est-ce que ce qui est en cause, c'est l'amitié ou est-ce que c'est les liens structurels avec l'État et le fait qu'on dépende des commandes de l'État, puisque... Ça n'a rien à voir avec l'État, là, c'est un... en même temps, Lagardère est dépendant de l'État. Oui, non, mais voilà. Et Sarkozy, ça n'a échappé à personne, et peut-être un futur chef d'État. On est dans un problème de presse avec un directeur de la rédaction, un actionnaire et une personne mise en cause, qui est Sarkozy. Je veux dire que l'acte de publier à la une photo de la femme d'une personne, quelle qu'elle soit, qui plus est ministre, avec son amant, est un acte lourd. Je veux dire, et c'est un acte... Que vous désapprouvez? Je ne le désapprouve pas. Moi, je pense qu'un directeur de la rédaction doit prévenir son actionnaire principal, quel qu'il soit, d'une décision comme celle-ci. Le fait de ne pas le prévenir, ça a dit c'est pour le protéger, enfin bon, ça, le fait de ne pas le prévenir, je pense, moi, que ça justifie une coupure complète de confiance entre l'actionnaire et le directeur de la rédaction. Donc après, je sais, moi, que Sarkozy a voulu laisser Genestar en place. Il s'est dit, ils sont tellement culpabilisés qu'ils vont me flatter. Tout un système tordu. Mais je veux dire, la confiance est rompue. Et quand la confiance est rompue dans un journal, mais moi je pense que ça n'a rien à voir avec le poids de l'État, de EADS que Lagardère possède avec 7%, ça n'a aucun rapport. C'est la question de fond. Si Lagardère n'était pas un groupe dépendant aussi des commandes de l'État, ayant avec l'État les relations qu'on sait,
Voilà, est-ce que la censure de la phrase de Noah sur Sarkozy aurait eu lieu de la même manière? Est-ce que Genesta aurait été limogé? Oui. J'en suis convaincu. Je pense que ça n'a rien à voir avec la propriété que du détient Lagardère dans EADS, qui est une société franco-allemande espagnole, avec des commandes qui sont minoritaires de l'État, puisque c'est essentiellement Airbus et c'est public. Je pense que là, on est dans le pur fantasme. Je suis désolé, mais on est dans le pur fantasme. Et dans la provocation. Bon, c'est le complot, la théorie du complot. Dans ce cas précis, je ne dis pas avec d'autres, mais dans ce cas précis, on est dans la théorie du complot. Vous connaissez bien les... Moi, je pense que la démocratie doit avoir des principes, et la République aussi. Et voilà. Et je pense que ces principes doivent éviter toute discussion, tentation, discussion. Ça doit être bâti comme ça. Et d'ailleurs, en plaidant ça, je ne fais que rappeler ce que tous les pays démocratiques occidentaux font. D'accord. Alors donc, pourquoi? Parce que vous voyez bien quel genre de discussion ultérieure naîtra de commandes, de pas de commandes, vous voyez bien. Et donc, simplement, je dis, il y a là une distance à prendre. D'accord. Alors, mais cette distance est pour moi plus générale. Oui. Je trouve que la politique et l'argent doivent être aussi séparés que la politique et la religion. Vous auriez pu le dire plus tôt, il y a eu d'autres cas. La collusion entre Balladur et TF1 aurait dû vous faire sortir de je le voyais moins parce qu'à cette époque, je trouvais que c'était très sympathique que j'étais soutien pour Balladur. Vous savez... parce que les noyaux durs, c'était quand même Balladur. Je vais vous... Oui, et puis c'est vrai ce que vous dites. Mais dans la vie, on change et on mûrit. Alors on change et on mûrit plus facilement quand on est soumis à des situations un peu accentuées de ce point de vue-là. Mais encore une fois, si vous croyez que je parle de un tel avec un tel, vous vous trompez. Je parle de ce qui devrait être les cadres de notre vie en commun. Alors, juste de la République en France. Un dernier élément d'image pour terminer. Vous disiez tout à l'heure, c'est assumé, c'est affiché, c'est revendiqué. Et c'est vrai que le paradoxe du moment, Maya, c'est que cette homogénéité de pensée, cette porosité, cette fluidité des relations, on en a trouvé par exemple une trace évidente en image. Ça se passe sur un canapé rouge. Le canapé rouge de Michel Drucker sur France 2, sur lequel vient s'asseoir régulièrement, entre autres, Jean-Pierre Elkabbach pour interroger donc des hommes politiques, comme il le fait également tous les matins sur Europe 1, dont il est également le président. Et c'est vrai que M. Elkabbach a plutôt chez les hommes politiques la réputation d'un intervieweur difficile, intransigeant, coriace. Alors, en même temps, quand on entend Jean-Pierre Elkabbach interroger Nicolas Sarkozy, alors fraîchement élu président de l'UMP, sur le canapé rouge de Michel Drucker, on peut pas dire que ça soit vraiment très, très, très méchant. Bonsoir Jean-Pierre. Quand on interroge Nicolas Sarkozy, je l'avais remarqué le premier jour, je sais qu'on a intérêt à avoir l'esprit acéré, l'œil vif. On a vu les images de ce qui s'est passé dimanche dernier. Au Bourget, vous paraissiez au milieu des clameurs, à l'aise, transporté, incandescent, heureux. Comment, au bout de 3 ans de tourbillon, l'homme qui paraissait le plus pressé, le plus impatient de France, apprend-il la stratégie de la patience, ou alors il va continuer à aller assez vite, et aussi vite et différemment? Voilà, il y a plus embarrassant comme question en même temps. Pourtant, à écouter le même Nicolas Sarkozy, interrogé cette fois par Michel Drucker sur les qualités d'intervieweur de Jean-Pierre Elkabbach, et bien là, ça avait l'air vraiment terrible. Avec Jean-Pierre Elkabbach, la règle est simple. Il faut être très concentré et extrêmement vigilant. Car il ne laisse rien passer. C'est un félin. Voilà, et c'est sûrement cette pugnacité, cette intransigeance féline qui vaut à Jean-Pierre Elkabbach l'admiration et l'affection de son patron, Arnaud Lagardère, qui vient lui aussi sur le canapé rouge de Michel Drucker dire tout le bien qu'il pense de son journaliste. Vous l'écoutez tous les matins, Jean-Pierre? Non seulement je l'écoute, mais parfois je le vois le matin. Vous venez de temps en temps lire Bonjour. Ce qui est un spectacle aussi en soi. Oui, il vient à 8h moins quart moins 10, puis après on bavarde, etc. On n'écoute pas Jean-Pierre uniquement le matin, on le consulte. Je suis très étonné de voir que bon nombre de gens qui l'interviewent, après on passe 10 minutes, un quart d'heure à prendre le café, et beaucoup consultent Jean-Pierre. Beaucoup. Docteur Jean-Pierre, comme on l'appelle. Hein.
Voilà, alors beaucoup consultent Jean-Pierre. Il y a au moins une fois où Jean-Pierre n'a pas été consulté, mais a consulté lui-même, Maya. Oui, quand Jean-Pierre El-Kabbach, donc qui depuis est devenu président d'Europe 1, a eu besoin d'un conseil pour recruter une journaliste politique en charge de l'UMP pour Europe 1, eh bien c'est tout naturellement vers Nicolas Sarkozy qu'il se tourne, comme il le confirmait lui-même au Canard enchaîné. Toujours lui, j'ai dit à Nicolas Sarkozy, est-ce que tu connais dans la nouvelle génération qui émerge qui sont les meilleurs? Il m'a donné 2 ou 3 noms qui étaient déjà dans ma liste, dit Jean-Pierre El-Kabbach. Bon, ça vous fait sourire. C'est vrai que Ce qui me fait sourire, c'est que votre nom n'ait pas été dans la liste. Parce que dans la nouvelle génération, parmi les meilleurs... Ah non, genre... Attention, vous allez la griller définitivement dans tous les médias français. Et c'est pas le canapé rouge. En lui disant ça, et on n'a pas de canapé rouge. Bon, sérieusement, c'est quelque chose que vous avez découvert, ça, cette porosité, cette amitié, ces consultations mutuelles. Dans la même émission de Michel Drucker, vous aussi, vous étiez interviewé, vous disiez beaucoup de bien de Jean-Pierre El-Kabbach. Vous passez souvent chez Jean-Pierre El-Kabbach à Europe 1, aussi souvent que... c'est normal. Et par exemple, il est arrivé aussi, vous, qui vous consulte sur une embauche de journaliste, c'est arrivé aussi? Ah ça, j'ai pas souvenir qu'il m'ait consulté sur une embauche de journaliste. Mais c'est pas ça le... c'est pas ça le sujet. Je trouve que on passe d'un sujet à un autre. On a parlé de la structuration du système médiatique et politique français. On passe à un autre sujet qui est connivence. Quel est le degré de connivence entre journalistes et médias? Vous savez pourquoi c'est quand même un peu le sujet? Parce que vous allez faire voter une loi disant les groupes de médias n'auront plus le droit d'avoir des intérêts dans l'armement ou dans d'autres secteurs industriels. Mais en même temps, cette connivence, cette porosité, les petites consultations de 10 minutes après l'interview du matin, où finalement un tas de choses se décident, ça, aucune loi ne l'empêchera jamais. Non, moi ça m'arrive, après être allé aux interviews de El-Kabbach, de prendre un café avec lui, et j'ai pas le sentiment qu'on sort qu'on sort de son rôle, de même que quand je rencontre un journaliste, je parle avec lui, y compris de sa vie ou de sa rédaction. On n'est pas des, comment dirais-je, on n'est pas des sauvages, on n'est pas des chiens. On peut parfaitement avoir entre soi des conversations sur la vie, les choses importantes, les décisions à prendre. Je ne crois pas que ce soit une consultation. En tout cas, j'ai jamais le souvenir d'en avoir fait. D'accord. Alors, on va passer à un autre sujet, et puisque vous voulez serrer les choses, je crois qu'il est effectivement important qu'on les serre. Bon, là, on a parlé de la structure des groupes de presse, de leur propriété, des dirigeants. Se pose aussi la question de la connivence, de l'amitié, non pas au sommet des groupes de presse, mais à la base. Yulia Kapustina est allée demander à un certain nombre de journalistes politiques comment ils vivaient les choses avec les hommes politiques. Nicolas Sarkozy, il a un mode de fonctionnement assez particulier parce que c'est quelqu'un qui abolit d'emblée les distances, qui essaye le tutoiement. Moi, personnellement, je refuse, même si ça lui arrivait de me tutoyer. Moi, je le revouvoie tout de suite. Mais il tutoie la plupart des journalistes qui le suivent, qui le connaissent bien. Il vous donne le sentiment d'être aussi proche du grand patron de presse que de vous. Je ne sais pas, il peut vous demander des nouvelles sur des choses très personnelles. Vous parlez, enfin là c'est vraiment pour l'anecdote, de votre coupe de cheveux, se rappeler qu'avant vous aviez les cheveux plus courts, des trucs un peu idiots comme ça. Vous parlez de, je sais pas, de la façon dont vous êtes habillé, de votre famille, s'il se rappelle que vous avez un enfant, etc., etc., quoi. Et puis il ajoute quelque chose, c'est qu'il est capable de vous demander votre avis. Par exemple, je suivais les affaires corse. Il me demandait mon avis sur les négociations, sur certaines choses. C'est facile ensuite de se sentir important, mais le ministre m'a demandé, en gros, m'a demandé de le conseiller sur sa politique. Et voilà comment on donne le sentiment aux journalistes qui sont des gens importants, alors qu'un journaliste, il ne faut pas se faire d'illusions, n'existe plus le jour où il n'est plus le représentant de son média. Nicolas Sarkozy, en fait, il est comme tous les hommes politiques. Une de ses caractéristiques, c'est la séduction. Et chez lui, elle passe d'abord par les journalistes. Et c'est quelqu'un qui cherche d'abord par séduire les journalistes. Parce qu'il dit souvent la communication doit précéder l'action. Et en fond, toute sa carrière politique, il l'a construite d'abord en voulant séduire les journalistes. Nicolas Sarkozy tutoie très facilement, très vite. Voilà, je le tutoie. Alors souvent on m'a posé la question, est-ce que c'est pas un signe de connivence? Moi je pense que non. Je pense que me tutoyant, je le tutoie. Je vois beaucoup d'hommes politiques, j'en tutoie beaucoup aussi. Donc voilà,
j'attache pas trop d'importance à ce point-là. Je suis pas sûr qu'on soit qu'il y ait plus de connivence avec un homme politique qu'on tutoie qu'avec un homme politique qu'on vous voit. Je le tutoie parce que d'abord il m'a tutoyé et que j'ai pas considéré que ce tutoiement était une entrave à ma liberté. Enfin, je me suis jamais mis dans la situation de devoir remettre en cause ce tutoiement en me disant finalement ça m'empêche d'écrire librement sur lui, puisque c'est toujours la même chose. Enfin, je suis pas dupe de ce tutoiement. À chaque fois que je rencontre un ministre, je lui donne du monsieur pendant l'entretien, mais je lui donne du monsieur le ministre en arrivant. Je pense que du point de vue du journaliste, c'est une manière de marquer ses distances. Concernant sa proximité avec les journalistes, je dirais que le voyage à La Réunion à l'hiver dernier, d'une certaine façon, était plus exemplaire, hein, d'une certaine façon. C'est l'époque où Sarkozy vit seul, Cécilia est partie, on sent qu'il est assez profondément troublé par ça. Il faut décrire un peu, c'est des Airbus donc, de la présidence de la République qui sont conformés d'une certaine manière. Les journalistes sont au fond de l'avion et le politique est devant dans une espèce de studio avec salon, chambre, salle de bain, etc. Et Sarkozy alternativement demandait aux journalistes de le rejoindre à l'avant de l'avion ou lui-même venait à l'arrière de l'avion pour nous voir. Enfin bref, le voyage durant à peu près 12 heures. Au bout d'un moment, c'était presque agressif cette façon qu'il avait de venir nous voir. Et certains se cachaient un peu derrière leur journal en disant je suis pas libre, Nicolas, repasse me voir plus tard. Mais à ce moment-là, c'était la manifestation d'un état psychologique un peu. Si j'avais été son conseiller, j'aurais trouvé ça un peu inquiétant. Alors pendant la diffusion de ce sujet, tous les trois comme un seul homme, vous avez dit le tutoiement c'est pas le sujet, c'est pas le problème. Ce qui veut dire que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens fantasment sur cette connivence entre les hommes politiques et les journalistes, et le tutoiement en est un des symboles. Vous pensez vous, par exemple, Raphaël Baquet, que je pense que c'est une règle personnelle. Moi, je ne tutoie pas les hommes politiques, mais ça ne paraît pas grave qu'on le fasse. Enfin... Je considère que ce qui compte, c'est ce qu'on écrit. Donc c'est tout, enfin ce qu'on écrit ou le documentaire qu'on diffuse et qu'on réalise. C'est ça qui est important. Ce que vous faites, hein, c'est seuls les actes comptent. Vous pouvez tutoyer 15 000 personnes très distanciées et les vous voyez et être absolument servile. Donc ce qui compte, c'est ce que vous écrivez. Alors, ce qui compte, c'est ce qu'on écrit, avez-vous dit. On va en venir maintenant au contenu des journaux et des médias, à travers le deuxième reproche que vous avez adressé aux médias dans cette campagne qui commence, qui est en gros d'avoir tout polarisé sur Sarkozy et Royal, c'est-à-dire d'avoir décidé à l'avance, mis en scène à l'avance, ce qui serait le second tour. Alors, la meilleure preuve visuelle de ça, Maya, c'est les couvertures des magazines. Hein. C'est vrai qu'on ne peut plus ouvrir son journal ou passer devant un kiosque sans voir un magazine qui fait sa une sur le duel Sarkozy-Royal. Alors ça va de l'Express à Gala, Valeurs Actuelles, VSD, Le Figaro ou Challenge. Et même dans Elle, mesdames, on vous propose de tester votre ségolisme ou votre sarkozysme avec en illustration les jambes présumées des deux candidats. Vous devinez où est Ségolène? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un appétit irrésistible des médias, d'abord pour les affrontements binaires en général, et pour ce second tour-là, qui leur fait laminer les autres candidats, en gros? Non, mais il y a plusieurs choses qui se posent. Sarkozy est très présent dans les médias, Ségolène Royal aussi, depuis quelques mois. Sarkozy, c'est simple, hein, il est président du plus grand parti de droite, il est ministre de l'Intérieur, et accessoirement, il est dingue de communication. Donc, effectivement, il est très présent dans les médias. Ségolène Royal, pourquoi? Elle est en train de provoquer une mutation incroyable du Parti socialiste, et elle va peut-être être la candidate de la gauche, en tout cas du Parti socialiste, aux élections présidentielles. Ça me paraît assez normal qu'on s'intéresse à elle. Après, est-ce que les autres existent? Alors, c'est le problème de François Bayrou. Non. Et c'est le problème des autres aussi. Et c'est le problème de la démocratie, vous allez me dire, et de la République. Bon. D'autres choses. Est-ce que les autres existent? Moi, je dirais, ça dépend quels médias vous regardez. Oui, les autres existent quand même dans la presse écrite, ça me paraît très clair. Et ça Par exemple, chez vous, au Monde? Oui, chez nous, au Monde. Alors, j'ai regardé parce que justement, je m'interrogeais un peu sur vous. Bon, sur les 2 dernières semaines, là, du 1er au 14 septembre, on a publié 20 papiers où vous apparaissez, dont 9 dont vous êtes, sur lesquels qui sont héros. Uniquement centrés sur vous, hein, soit sur votre université d'été, vos problèmes au sein du Parti centriste, comment vous votez sur GDF Suez, qu'est-ce que vous dites sur la carte scolaire. Donc, contre combien pour Ségolène et Sarkozy?
Oh ben Sarkozy, certainement beaucoup plus. Oui. Certainement beaucoup plus. Mais il est ministre. Il est ministre de l'Intérieur. Alors François Bayrou va évidemment vous répondre, mais avant qu'il vous réponde, je voudrais voir ce qu'en pensent un certain nombre de vos confrères journalistes aussi, que Yulia Kapustina, toujours elle, est allée interroger sur le thème François Bayrou a-t-il la médiatisation qui correspond à son influence politique réelle, à son rôle politique réel, oui ou non? Sa méthode, c'est simplement de faire la politique comme il l'entend, de ne pas forcément penser à communiquer. Voilà, je me souviens d'une période où il est allé au Darfour. Il a tenu à y aller seul, alors que certains membres de son entourage lui demandaient de prendre des journalistes ou lui conseillaient de prendre des journalistes avec lui pour qu'il puisse diffuser son témoignage. Et puis voilà, pour quelqu'un qui s'inscrit dans un projet présidentiel comme lui, c'est pas inintéressant d'être finalement sur place et de témoigner sur ce qu'il voit. Mais il a refusé, il a dit au contraire, je veux y aller seul pour pouvoir ensuite mieux en parler moi-même et réfléchir. Bon, voilà, c'est une approche. François Bayrou décide de faire une université d'été le week-end dernier, une semaine après l'université d'été du PS, et exactement le même week-end que l'université de l'UMP, enfin un jour près. À un moment donné, à choisir entre François Bayrou et Nicolas Sarkozy. Et alors vous allez me demander pourquoi, pour qui vous allez choisir. Je vais vous dire pour Nicolas Sarkozy, parce que ça me paraît plus intéressant en tant que professionnel. Mais Bayrou est dans une logique de politique qui s'apparente à la guérilla. Bayrou est quelqu'un qui fait des coups. Donc on parle de Bayrou quand il fait des coups. Alors les coups de Bayrou, c'est quoi? C'est les votes négatifs au Parlement ou les abstentions, c'est des coups politiques. Il est entre Ségolène Royal et Sarkozy, complètement broyé. Et donc il veut se faire une place, il a besoin de passer dans les médias essentiels qui sont les médias audiovisuels. Il n'a pas attaqué la presse écrite, vous l'avez remarqué, qui est aussi la propriété de grands groupes industriels par ailleurs, pour certains. Il a attaqué essentiellement les médias audiovisuels. On comprend bien, quand vous faites 50% de part de marché, vous ne vous intéressez pas à la marge, vous vous intéressez au cœur de votre cible. Et donc, Bayrou a peur d'être totalement laissé de côté. Les personnages se fabriquent par leur talent et leur intervention dans le débat public. Les médias ensuite relaient, ça oui. À l'inverse, on pourrait dire que François Bayrou a une place dans les médias qui est peut-être plus grande que l'espace politique qu'il occupe réellement. On parle de Bayrou d'une certaine manière que dans les moments où Bayrou est visible. Alors que la tactique de Sarkozy, et je pense aussi celle de Ségolène Royal, c'est que même quand il ne parle pas, on parle d'eux. Alors que le problème de Bayrou, on ne parle de lui que quand il parle, quoi. Ah voilà, parole brute de journaliste sur le reproche que vous leur avez adressé d'orchestrer à l'avance le second tour qu'ils désirent en fait. J'ai trouvé très intéressant la phrase de Ridet. Parce qu'elle mérite tout de même qu'on y réfléchisse une seconde. Vous pouvez elle dit, Bayrou, on en parle quand il parle. Sarkozy et Ségolène Royal, on en parle même quand ils ne parlent pas. Comment vous expliquez ça? Je pense que c'est cette pression explicite ou implicite. De qui? Qui fait qu'on a choisi de simplifier le débat en préfabriquant, car c'est pour moi une partie de préfabrication, et je m'expliquerai sur ce sujet dans une seconde, en préfabriquant un choix entre lequel les Français sont désormais contraints de se prononcer. Non, mais qui préfabrique? Alors tout à l'heure vous avez dit Moujotte. Moujotte a répondu explicitement. Il dit pour mes enfants je veux la bipolarité. Je pense qu'il y a des systèmes dans lesquels les volontés de chaque journaliste n'interviennent pas ou de chaque rédaction n'interviennent pas. C'est la machine, la boule de neige qui fait. Les minutes audiovisuelles font les sondages, qui font la présence dans les médias, qui refont les sondages. Il y a une boule de neige dans cette affaire. Et il est qui ne font pas le résultat électoral. Et justement, qui ne font pas le résultat électoral. On est bien d'accord. Vous mettez le doigt sur la chose. C'est que l'histoire politique de ces dernières années, c'est que dans tout ça, il y a un acteur qui est en désaccord profond avec ce système rodé, c'est le peuple des citoyens. Et dans ce système rodé, le peuple des citoyens, il n'a d'autre arme jusqu'à maintenant, j'espère que ça changera, il n'a d'autre arme que l'irruption. Il fait irruption par une transgression. Et cette transgression, ça s'appelle le vote. C'est le vote. Ça s'appelle le vote. Et le vote non conforme ou le vote extrême
par exemple. Alors, moi, c'est vrai qu'il y a quand même une question vertigineuse dans tout ça. Je crois que c'est Philippe Ridet dans le sujet du Monde qu'on vient d'entendre, là. Il dit, oui, Bayrou, il fait des coups. Il est dans une logique de coût médiatique pour exister. Et c'est vrai que ça correspond à ce que nous ont dit beaucoup de journalistes qu'on a rencontrés et qu'on n'a pas gardé au montage, mais ils sont tous dans cette conviction que Bayrou, quand il dit quelque chose, il fait des coups. Alors, il proteste contre la privatisation des autoroutes. Tout le monde dit c'est un coup. Bon, peut-être. Mais quand, par exemple, Sarkozy dit qu'il faudrait rétablir le service civique obligatoire, ce qui est tout aussi peu réaliste et financièrement paraît assez peu praticable, là, personne ne dit c'est un coup, tout le monde dit c'est une vraie proposition, on l'étudie, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux? Alors que je la défends depuis 5 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un deux poids, deux mesures? Non, je crois que... Enfin, je pense pas. Je pense que la difficulté là, en l'occurrence, puisqu'on parle de vous, c'est plutôt votre positionnement sur tel ou tel sujet. Je pense que c'est ça votre problème. Par exemple, vous avez été ministre de l'Éducation nationale. Sur la carte scolaire, vous avez une position très très mi-chèvre, mi-chou. Or, vous pourriez... Ah, je l'ai sous les yeux, franchement. Oui. Vous pourriez être beaucoup plus... dire des choses plus concrètes. Vous voulez lire le titre de la dépêche parce que ça va être très intéressant. Alors, attendez, laissez-la lire. Alors, vous avez la dépêche, Raphaël ? Je regarde, je cherche, voilà. Attendez. Alors, la position mi-chèvre, mi-chou de François Bayrou. François Bayrou, favorable à des marges de souplesse. Oui, c'est exactement ce qu'a dit Ségolène Royal. Oui, mais justement, le problème, c'est que... En disant que l'idéal serait la suppression totale, quand même. En ajoutant... Elle a dit la suppression. Moi, je ne suis pas pour la suppression totale. Voilà. Donc, c'est mi-chèvre, mi-chou. Donc, vous trouvez que c'est mi-chèvre, mi-chou de trouver... les marges de souplesse, ça veut dire... actuellement, c'est le cas. Le jeu des options, des dérogations, des machins, c'est exactement le cas. C'est centriste. Non. Je suis un homme du centre. Voilà. Mais peut-être on peut dire central plutôt que centriste. C'est mieux, c'est plus classe. C'est plus classe. Est-ce que c'est normal qu'on ait plus de place quand on prend une position maximaliste, je suis pour la suppression, que quand on prend une position, alors on peut dire centrale, centriste, mi-chèvre, mi-chou, ou nuancée, comme François Bayrou? Est-ce que c'est normal que les médias, finalement, aillent vers les positions maximales? Non, c'est la place qu'on lui accorde. C'est ça la différence. Car votre position sur la carte scolaire, elle est dans les médias. Simplement, à partir du moment... Vous me l'avez appris. Hein, elle est dans le Monde, elle est dans l'AFP, j'imagine qu'elle est dans les autres journaux, je ne sais pas, j'ai regardé sur tout ce que j'avais près de moi, mais en tout cas, elle est dans les médias, elle est dans l'AFP, ce qui diffuse à tout le monde. Bon, mais vous dites vous-même, c'est mi-chèvre, mi-chou, donc finalement, on a moins envie d'écrire sur la position de Bayrou, parce qu'elle c'est-à-dire qu'elle dit on est moins change rien. Spectaculaire. Elle dit on change rien. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce qu'on a une proposition... pour changer le système ou pour le maintenir. Donc là, voilà, on donne plus ou moins de place. Il y a une explication qui est quand même beaucoup plus simple sur le fait qu'on accorde plus de place au leader du Parti Socialiste ou au leader de l'UMP qu'à vous. C'est que c'est une projection. La presse, c'est comme la bourse, on anticipe. Le système fait que dans un an, on sera présidé soit, l'idée générale, soit par les leaders du Parti Socialiste, quel qu'il soit mais qu'est-ce que vous en savez, parce que le système unilatéral à deux tours fait ça. C'est comme la présidentielle, la projection. C'est extrêmement intéressant. Donc la projection... Il y en a un qui a été éliminé, mais celui qui a été... Non, mais justement, Le Pen ou Bayrou peuvent arriver au second tour, mais on sait bien que c'est le parti leader... Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais je ne dis pas que j'ai raison, je dis que la presse projette l'efficacité. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est son rôle de projeter? Les citoyens sont plus concernés par l'idée qui va diriger ce pays. Je veux dire, c'est quand même, ça concerne vraiment la possibilité que le prochain président soit François Bayrou est considéré comme très inférieur par l'ensemble des médias, mais du peuple. Donc on s'y intéresse moins. Moi, je pense que vos positions sont assez bien relayées, à vrai dire, dans les médias. Oui, alors, c'est ce que disait Apathy. Apathy disait, Jean-Michel Apathy de RTL... Je crois que Jean-Michel Apathy avait raison. Vous disiez, vous avez plutôt plus de place dans les médias que ce que vous représentez électoralement. Combien vous... enfin bref, l'UDF que je dirige a fait 12% aux dernières élections européennes et régionales. L'UMP a fait 18%. Bon, alors, vous me parlez d'une disproportion formidable. C'est une disproportion relative. Maillard, alors par exemple, on a mesuré, pour revenir aux statistiques, on a compté le nombre d'apparitions dans les journaux télévisés des trois personnages principaux dont on parle. C'est une mesure qui vaut ce qu'elle vaut, mais on a comparé votre nombre de passages en JT, plateau ou duplex depuis le début de l'année. On l'a comparé à celui de Sarkozy et de Royal. Il en ressort que vous n'êtes pas le plus mal loti. Alors c'est bien sûr Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal arrive en dernier avec 4 passages. Vous êtes deuxième avec 5 passages. Et bien sûr Nicolas Sarkozy est premier avec 7 passages. Le CSA, j'ai eu la curiosité de demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel quel était
le temps qui a été accordé à l'UDF depuis le début de l'année. Et le temps qui a été accordé, c'est 6%, je crois qu'il a dit. Voilà, c'est une unité de mesure. Est-ce que vous ne devriez pas vous en réjouir, au fond, d'être exclu de la mise en scène des médias? Peut-être. Dans la mesure où on a vu que non seulement les médias ne font pas l'élection lors de toutes les élections précédentes, mais que parfois l'élection se fait contre les médias. Finalement, c'est très bien. Non, mais je pense que vous avez raison. Ah bon? Je sais pas si vous le dites. Je ne sais pas si vous le dites avec le sourire, mais je crois qu'il y a une trace de vérité dans tout ça. Non, mais surtout, les médias sont extrêmement divers. Aujourd'hui, vous avez des gratuits, Internet. Les gens s'informent très différemment. Internet, ça joue tout à fait différemment. C'est pas un cauchemar pour un centriste d'exister médiatiquement en prenant des positions radicales. Je veux dire, à la dernière présidentielle, vous vous pointez au RPR ou à l'UMP en disant si on pense tous la même chose, c'est qu'on est mort. 6 mois, vous faites 4%. 6 mois plus tard, vous faites les 4 autres pourcents en donnant une taloche, je schématise, aux gamins. Et là, vous avez fait une campagne où vous avez existé 2 fois radicalement et vous faites des points. Il y a la motion de censure, vous mélangez vos voix avec celle du PS. Et puis là, vous avez une critique des médias qui contournent Besancenot sur sa gauche, grosso modo. Vous êtes ultra radical. Et finalement, les idées centristes, où elles sont, où est-ce qu'il est cette espèce de consensus qui est quand même le propre du centrisme? Monsieur, le centre a changé de nature. Le centre a failli mourir parce qu'il était mou. C'est une élection qui cherche sa surprise. Le sarko-ségolisme, ou le ségo-sarkolisme, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, celui-là va... les gens ne vont pas se laisser prendre. Alors on va tout essayer, Le Pen, le vote utile, enfin toutes ces choses-là. Mais au bout du compte, moi je crois que les Français ne sont pas satisfaits de se faire ainsi fabriquer, de se faire ainsi prémouler. Et quand vous disiez avec une lueur amusée dans l'œil que peut-être ça pouvait rendre service après tout d'être dans cette situation de challenger, c'est possible. Merci à tous trois d'avoir amorcé ce débat qui va évidemment se poursuivre dans toute la saison à venir. Arrêt sur image revient dimanche prochain. On aurait dû ajouter une phrase. 12h38, on ne peut plus, c'est fini. 12h38, au revoir à tous. La phrase c'est Internet quand même. Il se passe des choses sur Internet qui ne se passent pas dans ces médias-là.